Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir le Festival du podcast. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 février 2019 et c'est l'épisode 143 de Lifestyle. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site lifestyle.fr et sur notre chaîne YouTube, youtube.lifestyle.fr. Alors sans plus attendre, je vais accueillir mes deux comparses de ce soir. Bonjour Cassim et bonjour Florian. Bonjour Cassim, ça va ? Ça va, bonsoir, bonjour. Ouais. Coucou. Ça va ? Bon, pour une fois, on te retrouve en vidéo. Ouais, c'est moi, bizarre. je suis là. C'est ça. Voilà. Bon, ça fait plaisir de te retrouver après quelques absences. Et puis à côté de toi, on a Florian depuis Lille. Salut Florian. Salut. Bon. Nouvelle Ça va toi appartement, aussi ? nouveau truc, tout va bien. Un peu à l'arrache, mais on va gérer. Ouais, c'est ça qui... Ok. Bon, ben on salue tous nos camarades qui sont absents ce soir pour diverses raisons. Voilà, vacances, opérations, accouchements, que sais-je, voilà. Il y en a pour tout le monde. Allez, moi je vous propose d'attaquer d'abord avec un petit rappel. Je voulais vous reparler de Podren 2019. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez. Podren, le salon de la rencontre des podcasteurs, un truc totalement informel fait entre passionnés juste pour le plaisir de se rencontrer. Alors ça aura lieu à Rennes les 20 et 21 avril 2019. Dans une grande salle cette année au centre social Carrefour, donc à Rennes bien sûr. Vous retrouverez toutes les informations sur podren.fr. Et puis vous avez dû entendre en début d'épisode un petit jingle spécial Podren. Voilà. Alors maintenant on va attaquer avec le gros du sujet, avec le dossier de cette semaine. C'est le dossier Surface. Alors pourquoi Surface ? Parce que notre camarade Cassim ici présent a pu les prendre en main. Donc allez, c'est le dossier Les Surfaces de Cassim. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il va falloir que je parle, c'est le moment où il va falloir que je présente des choses et tout ça, que je me souvienne de ce dont je dois parler. Oui, du coup, alors du coup, il y a Microsoft qui a lancé ses Surface il y a quelques mois aux États-Unis, ces nouvelles Surface. Il y avait la Surface Pro 6, le Surface Laptop 2 et le nouveau Surface Studio aussi. Le 2, exactement. Et les casques, le casque Surface Headphones. Donc ils avaient lancé tout ça vers octobre-novembre l'année dernière aux États-Unis et c'était resté que disponible aux États-Unis. Et là, ils les lancent en France enfin, en février. Et donc pour le lancement en France, ils ont invité la presse pour faire des prises en main, qui étaient là forcément dans des conditions idéales de lumière, mais ça permettait quand même de prendre en main le produit. Donc c'est quand même cool et appréciable. Donc on a vu, alors faut reparler un peu de ce qui est nouveau dans cette... Oui, dans la gamme Surface, de l'année 2018, fin 2018, ouais. Alors, c'est une petite génération, donc ça va être assez rapide. En fait, la Surface Pro 6, déjà, ce qui est notable, c'est le fait qu'elle s'appelle Pro 6, donc ils ont commencé à nommer les générations, alors que la précédente, c'était juste Surface Pro. Ouais, ce qui est assez logique quand même de retrouver le Pro 6, moi je trouve. Mais... Oui, je pense que ça avait peut-être dérouté les clients. En tout cas, bon là, ils reviennent à un numéro de génération. Ils ont changé, mis à jour les processeurs à l'intérieur, tout ça, toutes les deux dernières générations. Ils ont revu à la hausse les processeurs. Donc c'est la 8e génération d'Intel maintenant. Mais ça reste la même gamme, ça reste globalement la même chose. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont surtout ajouté le nouveau coloris noir. Depuis la Pro 3, les Surface Pro étaient disponibles que en gris, qui est la couleur de base de l'alliage Vapor MG, qui est le matériau utilisé pour les
pour la tablette. Et donc là, avec la nouvelle génération, ils ont décidé, je pense, parce qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup de choses comme autres nouveautés à proposer, de créer un peu l'événement en ramenant ce coloris noir, qui est par ailleurs très très réussi. En tout cas, dans ce que j'ai testé. Après, le souci du coloris noir, selon moi, c'est qu'il est entre guillemets peint. Enfin, c'est pas la couleur naturelle du matériau. Oui, donc ça s'use. Ouais, voilà. J'ai peur de l'usure en fait sur le long terme. Donc, c'est ma seule crainte. Et le problème, c'est que ça, tu peux pas trop le tester, quoi. Faut attendre les retours des utilisateurs. Les journalistes peuvent pas sinon, vraiment tu le peux tester. t'amuser pendant 1 heure. Tu vas frotter une pièce de quelques centimes sur le dos de ta surface et tu vois comment ça réagit. C'est un peu de la torture, mais oui. Ouais, bah écoute, c'est un appareil de test. Là, il est fait pour ça, celui-là. Au niveau de toucher, c'est comme la Surface Pro 5 2017. C'est de la. Comment on appelait ça, l'Alcantara, le truc qui faisait moquette. Oui, pour les claviers, oui, effectivement, ils ont toujours cette texture-là. D'accord. Par contre, le châssis, c'est la même texture que le Surface Pro classique, quoi, en magnésium. Et faut savoir que donc le noir est mat en fait, et du coup ça donne une espèce au toucher qui est très très agréable. C'est très confortable en main. Ça donne vraiment un aspect de bonne qualité, de bonne finition. Mais ça, quelque chose qui est complètement classique. Enfin, Surface, ils maîtrisent la qualité de leur production, je trouve. Voilà, en général, quand tu la reçois, c'était quand même la qualité de fabrication est là, quoi. Ok. Alors, sur cette Surface Pro, est-ce que tu as des choses qui changent, à part la couleur, entre la version précédente et cette version-ci? Alors là, de ce que j'ai noté dans ma prise en main, non, pas du tout. C'est vraiment c'est les mêmes dimensions, le même format. Il y a pas, surtout la connectique ne change pas. Donc on a toujours de l'USB type A, donc le format classique, et le port Connect, Surface Connect. Et on a surtout toujours le port mini DisplayPort pour l'affichage sur des écrans externes et tout ça, qui est un port qui est en train de mourir, enfin qui est plus vraiment utilisé de nos jours sur les nouveaux appareils et qui aurait pu être remplacé par exemple par de l'USB type C, qui est la norme officielle pour le DisplayPort désormais. Mais bon. Allez, pour la prochaine, pour la 7. En tout cas, du coup, la connectique n'a pas du tout évolué. Et du coup, globalement, le design extérieur, en tout cas, n'a pas évolué à part ce nouveau coloris. J'ai pas noté, du coup, j'ai pas ouvert la bête et je sais pas si à l'intérieur, par contre, ils ont peut-être fait des raffinements, j'imagine, d'architecture, peut-être déplacer la carte mère, voilà, tu vois, des trucs un peu de. Peut-être qu'ils gèrent mieux le refroidissement, par exemple, mais ça, j'ai pas pu tester dans ma prise en main. D'accord. Bon, donc on laisse la Surface Pro, on va passer donc au Surface Laptop, numéro 2 cette fois-ci. Ouais, alors lui, c'est encore plus rapide, c'est que c'est exactement la même chose, puisque si vous vous souvenez, le Surface Laptop premier du nom, c'était déjà une Surface Pro recyclée. Avec un clavier attaché. Avec un clavier attaché et un écran plus grand. C'est la seule chose qui était distinctive pour le laptop, et c'était un peu un recyclage de la Surface Pro dans un corps de PC classique, quoi. Là, c'est exactement pareil pour le laptop 2, c'est la nouvelle Surface Pro, mais dans le châssis d'un PC portable, donc même connectique, toujours pas d'USB type C, juste le coloris noir qui s'ajoute, et c'est la seule nouveauté, l'écran, même écran, même taille d'écran, même clavier, même souris, même surface en Alcantara pour le clavier, pas de changement, et les processeurs qui sont mis à jour, etc., mais pas de changement. Voilà. C'est juste un petit update de la machine. Une question, parce que j'ai pas suivi, il a bien marché le Surface Laptop? Moi, je trouve toujours ce produit un peu en dehors de la gamme. Je sais pas du tout, ça vient être le produit fait un peu avec les restes, comme tu m'en avais dit la dernière fois. Est-ce que ça se sent bien? Pardon. Alors, Cassim? Je sais que la première génération avait été vraiment pensée pour récupérer les restes de la Surface à l'époque. Après, je pense que s'ils ont créé une deuxième génération, c'est qu'à mon avis, il a dû bien marcher suffisamment commercialement, en tout cas, pour demander une nouvelle génération, quoi. Donc, de mon côté, moi j'ai vu des gens avec un Surface Laptop. Moi perso, je trouve pas l'intérêt, mais les gens que j'ai vus apprécient le produit. Et vraiment, ils étaient contents du form factor et compagnie. Alors, bon, voilà, pour nous, on a trouvé que c'était pas Surface, mais pourquoi pas. Pour l'avoir pris en main, après, j'étais quand même impressionné par la finesse de la machine, par ses finitions et tout. Pour moi, mon gros souci avec le Surface Laptop, c'est son rapport qualité-prix, quoi. Pour moi, un laptop, tu t'affranchis de la petite taille d'une tablette, et donc tu es censé pouvoir mettre plus facilement un gros stockage dedans. Et le fait que là, alors là, je sais plus le prix, je suis en train de regarder le prix justement, c'est 1149 € pour 128 Go.
Et ça monte jusqu'à 2800 €. 1149 € pour 128 Go, c'est ridicule. Tous les concurrents proposent 512 Go quoi, sur cette gamme. À ce prix-là, oui. Donc, c'est vraiment ridicule, sachant qu'il n'y a pas. En plus, le laptop n'a pas de stockage externe. De port micro SD. Oui, voilà. Tu peux pas ajouter de stockage du coup. Alors que tu l'as sur la Surface. Bon. Ok. Bon. Je crois qu'on va pas s'attarder sur ce Surface Laptop. Peut-être parler du Surface Studio. Alors le Surface Studio, c'est toujours aussi rapide. C'est parce que c'est juste pour le coup, il n'y a même pas de nouveaux coloris ni rien. Ils ont légèrement mis à jour la connectique. Là, pour le coup, il y a de l'USB Type C. Et ils ont surtout mis à jour les composants à l'intérieur. Parce que c'était ce qui avait été beaucoup reproché. Surtout au niveau carte graphique, c'était un vieux modèle. C'était une vieille puce graphique pour la première génération et du coup ça la foutait un peu mal vu le prix de la machine, même si par ailleurs il s'expliquait parce que Wacom et tout ça, grande tablette géante, matériel professionnel, donc les prix sont plus facilement acceptables, etc. N'empêche qu'il y avait vraiment un problème de processeur et de puissance à l'intérieur, quoi. Et donc là, ils l'ont corrigé. D'une part, le processeur, maintenant, c'est un processeur de la série HQ de Intel. C'est un Core i7 HQ, donc c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'ils ont de plus élevé en processeur de PC portable. Mais c'est vraiment le truc que tu retrouves dans les PC très haut de gamme. Et c'est vraiment très performant. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et la puce graphique, c'est une GTX, soit une GTX 1060, soit une GTX 1070. Donc c'est toujours pas la dernière génération. Lourd, là. C'est toujours pas la dernière génération, mais c'était la dernière génération au moment où Microsoft l'a sorti aux États-Unis. Et c'est très bien. Enfin, en termes de performance, c'est beaucoup mieux. C'est amplement suffisant pour du travail en fait. C'est pas suffisant pour du jeu vidéo, mais c'est suffisant amplement pour du travail. C'est suffisant pour Mixed Reality? Oui. Normalement c'est. En tout cas, c'est compatible. D'accord. Juste pour information, moi j'ai une 1050 Ti peut-être, mais Mixed Reality marche sans problème. Sur mon ordinateur, Florian, ça marche sans problème. Voilà. Ok. Alors, et l'écran juste un dernier mot sur l'écran qui a été mis à jour. Les diagonales ne changent pas, les définitions ne changent pas, mais ils ont mis à jour quand même la dalle. Ils annoncent une meilleure luminosité, des meilleurs contrastes, une meilleure précision des couleurs, etc. Ce qui est intéressant pour les pros, du coup. Oui, bien sûr. Cassim, donc tu nous parlais de Surface, et le seul appareil nouveau qui manque à ton récapitulatif, je crois que c'est un casque, non? C'est un truc qu'on met sur les oreilles et qui coûte la peau des fesses? Ouais, alors du coup, j'ai pas pu le prendre en main parce qu'il l'avait pas annoncé en fait à l'événement où j'étais. Sauf que le lendemain de l'événement à peu près, il y a la page française de Surface qui a été mise à jour avec l'apparition du casque Surface Zenfone. Donc ça y est, il arrive enfin en France. Ouais. Donc à une date, ils disent à l'expédition à partir du 1er mars. Et presque. Et pour le modique somme de 380 €. Puis toute taxe comprise. C'est à peu près la même chose qu'un Bose. Hein. C'est effectivement. C'est moins cher qu'un Bose. C'est plus cher, pardon, qu'un Bose. Pas tant que ça. Je me souviens, le Bose que j'ai acheté parce que j'ai commencé à avoir des problèmes d'oreille quand je voulais filtrer. Je crois qu'il m'avait coûté 320 et quelques. Hein. C'était. Sachant que le Bose est assez vieux en fait en termes sur le marché. Donc c'est 35. Il y a souvent des. Les casques, faut arrêter de déconner, quoi. Ça reste des produits qui sont. Non, je dis pas qu'il est mauvais. En grande durée de vie. Il a baissé de prix par rapport à. Oui. Tu trouves souvent des sur le marché. Oui, il est souvent en promo, etc. C'est pour ça qu'il est moins cher, mais en soi, entre guillemets, il devrait être son prix normal. Je crois qu'il est à 320. Enfin, moi, je trouve qu'à ce prix-là, c'est abusé quand même. Pour avoir la molette juste qui te fait le volume, bon, c'est super, hein, mais ça fait cher quand même la molette. Alors, je suis pas choqué par le prix en soi parce que je trouve qu'il est dans les prix du marché par rapport aux autres produits Surface qui s'envolent toujours en termes de prix et tout. Pour le coup, ils abusent pas trop. C'est à peu près le prix. Notamment Sony est à peu près au même prix aussi. Avec son 1000 Mix M3 machin. D'après ce que j'ai lu, il est quand même moins cher le Sony. Alors surtout, par contre, le souci, c'est surtout que moi, les premiers retours que j'ai, notamment j'ai un collègue qui est en train de le tester actuellement, c'est qu'il est moins bon. Il y a certains points, effectivement, par exemple la molette, c'est très très cool. C'est vraiment un bon point du produit, l'USB Type C, tout ça, c'est très bien. Mais globalement, le son et la réduction de bruit est moins bonne que chez Bose et Sony. Donc du coup, là, effectivement, le prix ne se justifie pas sur ce point-là.
Cela dit, c'est une je pense que quand même, pour une première version, ils arrivent à se défendre quand même. Et je suis moins dur que toi sur la question du prix. Je trouve qu'ils sont pas si plus chers que ça que la concurrence. Ouais. Mais je continuerai de conseiller du Bose ou du Sony pour le moment. Ou d'autres marques qui sont connues dans le son, AKG, Sennheiser et plein d'autres qui sont quand même des références au niveau hi-fi. Alors après, tout dépend de ce que tu veux, parce que moi, personnellement, la réduction de bruit, j'en ai rien à faire. Je préfère un casque ouvert et qu'il soit hi-fi. Mais... Voilà, oui, là je parle vraiment, je parle spécifiquement du Bose et du Sony parce que c'est les plus recommandés pour des casques Bluetooth à réduction de bruit pensés pour être utilisé avec ton smartphone et ton PC. C'est vrai que j'utilise pas le Bluetooth à part pour les podcasts et le bricolage. Par contre, tu vois, moi qui est devenu quand même assez sensible au bruit, un truc qui me gêne beaucoup dans le Bose, c'est qu'il y a un petit, à cause de la réduction active, il y a un petit bruit de souffle, tout petit bruit de soufflerie en permanence dans une des deux oreilles. Et je sais, on m'a dit que c'était un problème parce qu'il fallait que c'était justement quand le Bluetooth était activé que ça faisait ce bruit-là. Bon, c'est très léger, hein, mais il me gêne un peu. Et je me demande si Microsoft a également ce souci, mais j'imagine qu'évidemment, si on n'est pas sensible, on fait peut-être moins attention à tout ça et donc ça n'a pas été. Mais quand si je l'ai en main, c'est un jour, j'aimerais bien vérifier s'il y a également ça ou si c'est quelque chose qu'ils ont réussi à améliorer par rapport à Bose. D'accord, je sais pas. Là, pour le coup, je ne pourrais pas te dire. Oui, j'imagine bien. Mais... Bon, chers camarades, Cassim, tu as des choses à rajouter sur les surfaces ou on peut passer au reste? Je pense qu'on peut passer au reste, hein, c'est une petite génération. Ok. Bon, on espère que l'année prochaine, il y aura plus à présenter. Ouais. Alors pour commencer, Florian, c'est peut-être la news toi qui va t'intéresser le plus, c'est HMD qui devrait annoncer son nouveau smartphone, le Nokia 9 PureView, normalement au Mobile World Congress qui aura lieu fin février à Barcelone. Donc c'est un appareil qui sera le premier photophone d'HMD avec, je crois, 5 capteurs photo sur l'arrière de l'appareil, un truc normalement génial. Une sorte un truc en forme de ruche un peu d'abeille, quelque chose comme ça. Ouais, fait un petit truc. Oui, tout à fait. Je sais pas, tu vas l'acheter? Oui, toi Florian. J'attends de voir parce que je suis de plus en plus déçu de mon Nokia 8 et encore plus sur la partie photo, ça s'arrange pas. Alors, je veux dire, depuis que j'ai mis à jour mon Nokia 8 à paille, j'ai un problème très pratique qui fait que quand j'utilise le flash, l'appareil photo rame tellement qu'il prend la photo une fois que le flash est éteint. D'accord. Alors c'est génial. C'est genre de trucs bien cons. Et qu'est-ce que tu veux faire, franchement, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu les choses à l'arrache à HMD. Ils sont pas encore tout à fait au point sur les détails. Si j'ajoute le fait que depuis un moment, j'en avais parlé à Cassim, j'ai le téléphone qui tue les applications en arrière-plan tout seul. Par exemple, si je suis au boulot, je lance le WhatsApp web pour avoir une petite page de WhatsApp connectée à mon téléphone. Si je déverrouille pas le téléphone toutes les demi-heures, l'application va se fermer et le web va perdre la connexion. C'est des trucs un peu stupides que HMD ait fait, qui fait qu'au final, j'attendrai avant de prendre les prochains téléphones, maintenant de voir un peu ce que ça donne, parce que ça inspire pas tout à fait confiance, et j'ai l'impression que niveau retour, je fais des feedbacks, j'ai l'impression que c'est même pire que Microsoft, on parle à un mur, encore une fois, exactement de la même façon que ce qu'on a parfois chez Microsoft. Sur Twitter, tu parles à des gens, personne ne te répond. Sur les forums, il y a des forums officiels, on parle dans le vide, il n'y a jamais personne qui répond non plus. J'aime le côté Nokia Android pur, le fait qu'ils font des designs intéressants, mais j'ai quand même des doutes. Maintenant, je crois que j'attendrai de voir les tests avant de passer sur le suivant. Donc, ok, ça marche. Bon, moi je vous propose de continuer avec une autre annonce qui a un lien avec Barcelone. C'est le nouvel appareil de Microsoft qui devrait être présenté par Alex Kipman. Surface Phone. Normalement, les HoloLens numéro 2. Alors Cassim, tu as des infos là-dessus? C'est sûr, c'est pas sûr? Là, je te teasais un peu en disant le Surface Phone et tout. En fait, du coup, non, c'est HoloLens. J'y crois pas, ça. Non, oui. Oui, non, c'est sûr et certain que. Enfin, c'est sûr et certain. Moi, je suis à peu près sûr, effectivement, que. Alex Kipman, il organise une conférence, Microsoft organise une conférence là au Mobile World Congress. Donc déjà, Microsoft qui organise une conférence, c'est pas rien, ils le font pas tous les ans. Non. C'est quand même un salon très très important. Et donc le fait qu'il y ait Alex Kipman qui soit annoncé sur scène, ça pointe du doigt, ça montre le chemin vers HoloLens. Et effectivement,
de grandes chances que HoloLens 2 soit de la partie. Notamment parce que en termes de calendrier, ça marche bien avec ce qui était leur plan. Et puis parce que le casque est censé intégrer un processeur Snapdragon 850 de Qualcomm, qui est justement la nouveauté de ce salon. Alors Qualcomm l'a déjà annoncé sa puce il y a quelques mois eux-mêmes. En fait, ils ont annoncé le processeur. Et là, 3 mois plus tard, on va avoir les premiers produits qui intègrent ce processeur, donc le HoloLens 2 de Microsoft, le LG G8 ou G9 ou G8, je ne sais plus, chez LG, ou d'autres smartphones, en tout cas, du coup, vont intégrer comme ça le Snapdragon, et donc HoloLens 2. Ok. Alors, normalement, le HoloLens 2, ça sera un casque qui serait plus léger, plus autonome et avec un plus grand angle de vision par rapport à tout ce qui est réalité augmentée de ce que vous voyez dans le casque. Quelque chose qui vous ferait franchir le pas pour acheter cet appareil ou toujours pas? De toute façon, Florian, toi, ça marcherait pas, même si c'est autonome. Oui, c'est ça. Moi, le jour où déjà mon casque actuel fonctionnera bien, je passerai à la suivante. Non, mais je sais que c'est parce que je suis en insider partout, il faut être honnête, j'arrête pas de troller là-dessus, mais si je n'étais pas en insider partout, ça marcherait sûrement mieux. Sûrement. Cassim, toi, c'est un produit que tu as envie d'essayer, ce casque, ou l'HoloLens 2 ou... Essayer, oui, beaucoup. Surtout si c'est pour avoir des meilleurs angles de vision et tout, je serais vraiment très curieux, puis savoir s'ils ont amélioré les performances, si peut-être il y a des nouvelles applications auxquelles ils ont pensé qui seraient intéressantes. Donc ça, très curieux, c'est sûr. L'acheter, ça m'étonnerait, sauf si d'un coup le prix est drastiquement bas et qu'il y a des super applications. Là, aux dernières nouvelles, quand même, la précédente version, c'était 3 000 €. Donc, $3 000. Donc, bon, j'attends. Une remarque que je voulais faire là-dessus, c'est quand même, par exemple, je me souviens de la présentation de HoloLens, il montrait par exemple une histoire où si quelqu'un essayait de réparer un robinet, que ça lui montrait qu'il fallait tourner là. Moi, je vois ça, je me dis, c'est super cool comme concept. Mais le truc, c'est que ça sera dans 30 ans, je veux dire, c'est pas près d'arriver. Malheureusement. Le jour où une boîte décide de le faire, ça marchera. Voilà. Mais je veux dire, si on en achète une, qu'est-ce qu'il y a comme application techniquement actuellement? C'est compliqué. Déjà, il y a toutes les applications 2D que tu peux attacher au mur. Oui. Donc, genre Netflix, tout ça, machin. Si l'angle de vision est grand, du coup, ça peut faire un Netflix virtuel chez toi, ça peut être sympa. Ouais, ça peut. Ça fait cher le Netflix virtuel quand même. Avec avec le streaming de Xbox qui arrive et tout, ça peut être, tu vois, t'aurais une sorte de... ça peut être intéressant, à être augmenté pour ça, je pensais pas à ça. Ça peut être cool. Bon, mais le problème, c'est que tu vois, la première application auquel je pense, c'est un truc 2D, quoi. C'est pas du tout. Ouais, voilà, c'est pas le truc waouh qui. C'est pas Minecraft dans ton salon, quoi. Mais ça aurait été Christophe. Mais du coup, j'ai pas d'idée. D'accord. J'ai pas spécialement d'idée. Ok. Écoutez, moi je vous propose de laisser les HoloLens à Alex Kipman à Barcelone et puis de passer plutôt dans le monde Microsoft cette fois-ci. Alors, avec une première news, je sais pas si vous êtes utilisateur, si vous connaissez Forms, Florian et Cassim, l'outil Forms de Microsoft. Je connais, tu nous as déjà fait utiliser une fois ou deux pour faire quelques trucs. Tout à fait. Je connais le nom et puis surtout j'ai déjà rempli des formulaires en fait, mais pas voilà. Vous connaissez les sondages Google, il y a Forms qui existe chez Microsoft qui fait la même chose depuis des années, qui était utilisable en version gratuite, en version pro, en version éducation. Cette fois, Microsoft va sortir une vraie version pro avec tout un système de suivi derrière, d'analyse. Donc, vous allez pouvoir faire des sondages, plus besoin d'utiliser Google et ses solutions. Il y aura la même chose chez Microsoft si vous préférez mettre vos billes là-bas. Voilà. Et donc ça sera normalement utilisable dans les versions pro d'Office 365. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'y passer beaucoup plus de temps. Sinon, une petite information de Teams. Alors, moi j'ai trouvé ça bizarre. Les sites d'actu récemment, Cassim, ont beaucoup parlé de Teams qui allait proposer le flou d'arrière-plan. Ça fait longtemps, ça. D'accord. Alors, nous, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on en dispose. Alors, pas dans la version qu'on utilise de Teams, parce qu'on utilise une version de diffusion et ça, on ne l'a pas. Mais si vous utilisez Teams en version gratuite, pour faire une communication avec quelqu'un, en cliquant sur votre miniature en bas de l'écran, vous pouvez activer un fond d'arrière-plan. Donc là, par exemple, autour de moi, vous ne verriez rien. Il y aurait juste un truc tout flou et il n'y aurait que ma silhouette qui serait nette. Enfin, les sites d'actu cette semaine... Ouais, sauf l'ordinateur de Christophe, mais bon, il a un processeur particulier aussi, et a priori, ça viendrait de là. Mais alors, la semaine dernière, Skype a annoncé qu'ils allaient avoir cette fonction de blur autour du personnage qui parle. Maintenant, les sites d'actu en parlent pour
pour Teams. Alors je me suis demandé s'il y avait une raison particulière, Cassim. Non, en fait, du coup, c'est une autre fonction qui arrive. C'est en plus de. Donc là, effectivement, tu avais le flou derrière Teams. Dans Teams, c'était depuis longtemps. Tu as Skype qui se met à le faire. Et là, Teams va avoir une nouvelle fonction en plus de ça, où tu vas pouvoir changer le fond derrière toi par autre chose. Donc, par exemple, tu vas pouvoir mettre une jolie plage avec des cocotiers et tout ça à la place du flou. Et du coup, on aura l'impression, mais Guillaume est-il chez lui? Guillaume est-il à la plage? Comment savoir? On ne sait plus. Voilà. D'accord. Donc, tu peux faire croire que je suis à la plage et j'affiche derrière mon bureau. C'est ça. Enfin, non, oui, enfin, voilà, on s'est compris, quoi. On s'est compris, ok, ça marche. Donc, c'est moi qui ai lu trop vite les news, autant pour moi. Merci Cassim de la précision. Bon, on continue cette fois-ci avec Windows et les UWP. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas des développeurs là ce soir dans l'équipe des présents, mais peut-être que Cassim, tu pourras expliquer un petit peu. Le WP, vous savez, ce sont les applications qui marchent et sur les Windows Phone, pour ceux qui en ont encore, sur vos ordinateurs Windows, et puis sur quoi? Sur les tablettes Windows, qu'est-ce que j'oublie? Enfin, ça marche partout, quoi. Et sur la Xbox, merci. Oui. Non, je dis, tu as lu ça, Cassim? À quoi ça correspond exactement? Oui. D'accord, oui. Bon, ben alors Cassim, est-ce que tu nous parlerais des apps Windows, s'il te plaît? Donc c'est les API Windows machin. Bref, c'est ça. En gros, c'est un outil, c'est une nouvelle fonction qui va être proposée aux développeurs et qui va leur permettre de faire un truc assez révolutionnaire qu'on n'avait jamais vu sur Windows avant, créer des fenêtres supplémentaires. Sur Windows. Voilà, en fait, donc jusqu'à présent, les applications qui venaient du store et qui étaient des UWP, donc pas les applications classiques, mais les applications modernes, entre guillemets. Ouais. Je mets là, je fais en fait, tu pouvais pas multiplier les fenêtres. En fait, tu avais, par exemple, comment expliquer, Courrier, par exemple, avait déjà accès à cette fonction-là parce que c'était une application de Microsoft. Skype aussi le faisait. C'est-à-dire que tu avais ta liste des courriers et tu cliquais tu voulais faire un nouveau message et il t'ouvrait une nouvelle fenêtre pour écrire ton nouveau message. Ça, les autres applications, les applications des développeurs classiques ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors que c'est un truc qu'on connaît complètement classique dans n'importe quel logiciel de l'époque, Windows 7 et compagnie. Et donc là, c'est une nouvelle fonction qu'ils ajoutent qui sera disponible dans la prochaine version de Windows 10 et qui va permettre donc aux développeurs de créer des fenêtres supplémentaires dans leur application. C'est un truc quand même qui est bienvenu pour rendre plus puissantes les applications UWP, je pense. Ce que j'ai cru lire sur Twitter très vite dans la journée, parce que j'ai pas le temps de regarder dans les détails, il n'y a pas aussi le fait qu'ils peuvent gérer plusieurs fenêtres en même temps, le placement, des choses comme ça? Oui, oui, aussi, mais ça fait partie du même package, quoi. Bon, en tout cas, ça montre que malgré le fait que Microsoft semble parfois un peu abandonner UWP, il continue à avancer doucement, à bouger les choses qui étaient des classiques Win32 vers UWP petit à petit. Donc, c'est pas non plus complètement abandonné, hein, même si on a l'air parfois, il continue d'avancer et développer ces nouvelles API. Je suis d'accord avec toi. Il faut quand même rappeler par contre que c'était une fonction qui avait été annoncée à la build 2018 en mai dernier. Donc ils ont mis un petit peu de temps à la bientôt. Oui, mais c'est comme tu sais les appels synchronisés avec Windows Phone quand on nous a annoncé à la bulle 2016. Moi je les attends là, ils arrivent bientôt je pense. Non. Ça coupe. Je crois que ça coupe. On est en train de perdre Florian. Tiens d'ailleurs Florian, tu me fais penser à une petite chose, une petite news que j'ai oublié de mettre. Oui. Si vous avez un Windows Phone, vous pouvez le mettre à jour. Il y a eu la mise à jour des Windows Phone de février 2019 que vous pouvez télécharger et installer. Quelle drôle d'idée. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait de nouveau dessus, mais je l'ai fait. Voilà. Je pense qu'il y a Windows 11. Je te bute chaque épisode qui reste genre 270 jours avant la mort finale de Windows Phone. C'est ça. Ok, allez, on continue. On parlait tout à l'heure des applications UWP. Il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé du Community Toolkit, qui est un package de fonctionnalités simple à utiliser à destination des développeurs que met à disposition l'équipe Microsoft. Enfin, Windows met ça. Et notre camarade David Catu avait bossé pour l'équipe du Community Toolkit et ce toolkit a été mis à jour encore récemment. Il arrive en version 5.1. Alors, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et tout ça, c'est pour faciliter le développement des applications, notamment UWP, mais aussi les plus classiques dans le monde Windows. Donc, je dis pas trop de bêtises, Cassim? Non, c'est ça. Bon. Ouais, j'ai plus en tête la liste de toutes les nouveautés qui arrivent, mais bon,
les développeurs n'étant pas là ce soir, tant pis, on passera. Oh, mais il y avait une belle liste quand même dans le lien que tu mettais. On voyait quand même des trucs pratiques, quoi. Il y avait vraiment des choses. Ouais, t'as 2-3 fonctionnalités qui te parlent là tout de suite. Il y a l'ajout la possibilité facilement de découper une image. Donc, c'est très facile à implémenter pour le développeur. Et en fait, ça permet, l'utilisateur choisit une image, il peut facilement redimensionner. Par exemple, si ton application a besoin de créer un avatar pour l'utilisateur, il prend sa photo, il redécoupe autour de son visage et ça fait, il peut créer facilement son avatar. C'est un exemple. Et il y a une fonctionnalité pour Project Rom, ce système de Microsoft qui permet de synchroniser des applications avec des téléphones sous Android, iOS, et qui est aussi très pratique. D'accord. Ok. Une mini-news que tu n'as pas mis non plus, liée à Windows One, je ne sais pas si tu avais vu, c'était passé aujourd'hui ou hier, je crois, que la version de Visual Studio ne permet plus de compiler des applications pour Windows 10 mobile. Ils disent que pour les gens qui veulent encore travailler là-dessus, il faut rester sur l'ancienne. D'accord. J'ai vu ça, mais j'ai pas voulu en parler. Je me suis dit, il y a assez de mauvaises nouvelles. On s'est parlé de la mort de... Ouais. Bon. Allez, moi je vous propose de continuer avec 2 news encore Microsoft. Une news de courrier calendrier, donc on vous en a parlé déjà la semaine dernière. Certaines versions de Windows pouvaient bénéficier de la version dark, totalement dark de courrier calendrier. Donc vous avez le corps de votre message que vous ouvrez qui est noir, mais il y a de plus en plus de versions qui en disposent, donc les release preview notamment. Tu l'as eu Florian, toi? J'ai vérifié et c'est bien, ça a bien été poussé seulement en release preview. D'accord. Alors les fast ring et les slow ring ne l'ont pas, mais les release preview l'ont. Alors, ça, c'est le truc que Microsoft fait parfois, on ne sait pas pourquoi. Ils ont soi-disant une règle comme quoi ils shippent les apps en preview en skip. Et de temps en temps, il y a une team qui décide de l'envoyer plutôt en release preview. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois depuis le début de Windows 10. Régulièrement, on ne sait pas trop pourquoi. Il doit y avoir des raisons. Peut-être qu'ils ont peur de casser quelque chose en skip ou je ne sais pas quoi, comme il y a des... C'est ça, c'est déjà tellement instable qu'ils ne veulent pas en rajouter. Non, ou bien juste ils font n'importe quoi. J'ai essayé de trouver des excuses, j'en sais rien, moi. Mais ça, allez, on enchaîne cette fois-ci et peut-être un sujet un petit peu plus intéressant. Alors, Cassim, on avait parlé de Windows Core déjà il y a quelques temps. Ça te rappelle des choses? Oui, bien sûr. Et alors, Microsoft a mis, alors c'est sur LinkedIn, il a été vu un profil recherché d'une personne qui développerait pour Windows Core, notamment sur WDM, donc Windows Driver Management, Model, et WDF, Windows Driver Frameworks. Donc, 2 parties importantes, l'utilisation des drivers pour utiliser le matériel dans Windows à destination de Windows Core. Donc, bon, tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est Windows Core, Cassim, parce que c'est un projet qui a l'air d'avancer quand même. Alors Windows Core, là, en l'occurrence ici, c'est vraiment le noyau de Windows 10. C'est donc ce qu'on appelle le kernel d'habitude, plus un peu tout ce qui est pilote, tout ce qui est... donc en fait, ça va être la base qui va permettre de construire toutes les versions de Windows différentes. Et c'est de cette base-là dont Microsoft après veut se servir pour créer... le système qui éventuellement serait installé un jour sur le fameux Surface pliable Andromeda truc-muche. D'accord. Ok, merci beaucoup Cassim. Et il n'y avait pas aussi le support des applications Win32? J'ai cru voir passer ça sur Twitter, je me suis planté. C'est en suspens, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, d'accord, c'est possible. Ok. Allez, on continue cette fois-ci. On va parler d'une nouvelle build, une build du futur Cassim, une build de 2020. Oui, alors pour l'instant, elle contient presque pas de nouveautés. C'est pas intéressant en soi le contenu de la build. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Microsoft a publié une build de Windows 10 pour les membres Insider Preview dans la branche Skip Ahead de la version 20H1, donc c'est-à-dire la version qui sortira début 2020, donc dans un an. Ils ont sauté complètement... Donc là, on s'apprête à avoir la version début 2019 qui va bientôt sortir pour le grand public. Il y a la prochaine version qui est déjà qui commence à être en Insider Preview, qui est celle prévue pour la fin d'année 2019. Et là, la version qu'ils viennent de publier, c'est celle de début 2020. Ils disent pas encore trop pourquoi ils ont fait ce choix-là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveauté dedans, mais on peut imaginer peut-être que... ils disent qu'il y a une fonction dont ils vont avoir besoin d'un test assez long, en fait. Donc, il y aura peut-être... dans quelques semaines, quelques jours, une nouvelle version qui cette fois intégrera une grosse nouveauté et qui aura besoin d'être testée longuement par des gens pour Microsoft en fait. Ok. Ouais, c'est du super skip là maintenant. Ouais. Du coup c'est quand même un an à l'avance. Hein. Ouais, c'est...
D'accord. Bon, moi je suis en train d'installer, donc on verra bien. Ok, tu redémarres pas pendant qu'on fait l'enregistrement. Non. Tu fais pas ça. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va passer dans le monde des applications et c'est l'application To-Do, donc une des applications favorites de notre camarade Christophe, qui est mise à jour alors sur Windows 10 et sur iOS. Alors sur Windows 10, c'est génial, on a l'arrivée de nouveaux emojis. J'utilise tous les jours des emojis, mais enfin toujours les mêmes d'ailleurs, des vieux. Donc moi, je ne suis pas spécialement intéressé. Alors les emojis, vous les appelez avec le raccourci Windows et la touche point. Voilà, ça vous ouvre le panneau des emojis. Vous pouvez l'utiliser comme ça maintenant dans To-Do. Et puis sur iOS, c'est quoi? C'est l'arrivée du mode plein écran, alors sur les iPhones, mais aussi sur les iPads. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Cassim? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Les emojis, non, je souriais sur ton utilisation des emojis et tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, allez, on continue cette fois-ci. Alors, avec Chrome, vous connaissez le navigateur de Google, Chrome, le fameux Chrome, qui a déjà la semaine dernière récupéré le mode dark de Edge et puis du système de Windows. Eh bien, Chrome va récupérer une autre fonctionnalité de Edge, son petit concurrent à 4% de part de marché. Il va récupérer l'aperçu dans les têtes d'onglets de la page web que vous avez ouverte. Donc, quand vous passez votre souris sur l'onglet dans votre navigateur Edge, vous avez l'aperçu de la page web qui apparaît. Chrome va faire la même chose d'ici peu. Donc, Chrome s'inspire de ce que faisait Edge pour mieux l'avaler, pour mieux le faire disparaître, peut-être. Je trouve que le mode dark, je m'en sers depuis quelques jours, le mode dark de Chrome est très réussi et assez joli sur Windows. Il s'intègre pas mal, je trouve ça très bien. D'accord. Bon, moi, je ne l'ai pas encore utilisé vu que je n'utilise pas Chrome. Bon. Cassim, tu as un avis là-dessus? Non, juste que j'avais vu, je ne sais plus si on en avait parlé dans Lifestyle, mais j'ai vu qu'il y a des développeurs de Edge qui commençaient à proposer des nouveautés pour Chrome, justement, notamment le mode lecture de Edge. J'ai vu ça, je crois qu'à la build de Microsoft, il va y avoir vraiment la première version qui va être disponible pour tester le nouveau Edge Chromium. Il me semble que j'ai vu ça. Oui, ce serait cohérent en termes de calendrier. Ça serait logique. Bon, allez, on continue cette fois-ci. Moi, je vous propose de quitter le monde des applications et de passer sur le monde de la Xbox. Alors, on parlait de build, et même la Xbox a droit à sa build. Et oui, Cassim, tu as une belle manette à côté de toi. Moi, j'en ai une vieille. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la build, vous avez la dernière version qui est sortie pour la build. Moi, j'ai pas vu de changement, je l'ai juste essayé rapidement aujourd'hui et j'ai pas trouvé de nouveautés particulières. Mais bon, il n'était pas annoncé non plus qu'il y avait de grosses choses intéressantes dessus pour nous. Beaucoup de patchs et une amélioration au démarrage, donc un démarrage plus rapide pour certains jeux, Cassim. Donc là, tu es déjà en train de jouer. Oui, c'était tellement rapide en fait, tu vois, que je suis déjà dans le jeu. Allez, je fais pause. Ouais, donc voilà, tu es d'accord avec moi, pas d'autres nouveautés? Non, oui, j'ai pas vu d'autres nouveautés. Ok, ça marche. Bon, alors on va continuer. Pour vous parler de rétrocompatibilité, vous savez que vous pouvez jouer à des vieux jeux sur votre Xbox One, S ou X. Cette fois-ci, ce sont 3 jeux qui arrivent, alors 2 jeux particulièrement, Orcs Must Die et The King of Fighters 13. Et pour rappel, vous avez Crackdown aussi qui est jouable, la vieille version du jeu. Alors il y a Crackdown 3 qui vient de sortir, vous avez la vieille version aussi qui est rétrocompatible. Donc moi je n'ai joué à aucun de ces 3 jeux, mais il semblerait que ce soit quand même 3 hits, des jeux relativement intéressants. C'est pas des méga blockbusters incroyables de la mort qui tue, mais c'est des bons jeux qui ont à chaque fois été effectivement des bons. Ils sont bien vendus, ils ont leur propre public en tout cas, et donc c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça marche plutôt bien. Et puis, une petite dernière nouvelle côté Xbox, si vous n'en avez pas rajouté après, c'est le Game Pass qui a le vent dans le dos. Il y a pas mal de fonctionnalités qui marchent plutôt bien. Le nombre d'abonnés au Game Pass augmente de manière assez importante. Et par contre, une info que j'ai trouvée intéressante, moi je pensais que dans le Game Pass, vous n'aviez que des jeux qui allaient rester dans le catalogue. Non. J'avais pas compris au départ qu'il y avait des jeux qui avaient un temps de vie limité dans le catalogue. Et par exemple, moi j'ai découvert ça avec Fallout 4, j'ai voulu jouer à Fallout 4, je l'ai installé, et puis je l'ai essayé. Vu que j'avais Assassin's Creed et Forza Horizon 4 à jouer, je me suis dit toujours à Fallout 4 plus tard. Fallout 4 a disparu tout simplement. Je pouvais plus y jouer parce que le temps d'utilisation sur le Game Pass était fini. Donc je ne savais pas qu'il y avait cette limitation, comme on a sur Netflix avec certains titres aussi. C'est ça. En fait, c'est vraiment le même système que Netflix où le catalogue change de mois en mois. Et là, j'ai vu que Doctor Who, par exemple, allait disparaître de Netflix. Définitivement. C'est bête. Voilà. Mais donc c'est le même système sur le Game Pass, comme tu disais très bien avec Fallout. Voilà.
Donc un petit peu dommage. Mais oui. Bah, du coup, les statistiques, t'as pas dit, du coup, les statistiques, c'est intéressant, c'est que de façon contre-intuitive, ils ont montré en fait que le Game Pass augmentait les ventes des jeux qui arrivaient sur le Game Pass en fait, et augmentait aussi les ventes de la franchise en général ou des précommandes. C'est-à-dire, par exemple, tu disais, par exemple, on peut imaginer, tu parlais tout à l'heure de Crackdown. C'était pour la rétrocompatibilité, mais on peut imaginer, par exemple, imaginons Crackdown 1 arrive sur le Game Pass, tu t'y joues, tu dis, ah, ça a l'air cool, du coup, peut-être tu vas avoir envie d'acheter le 3. Bon, c'est un mauvais exemple puisque le 3 est aussi dans le Game Pass, mais bref, t'as compris l'idée. Oui, je comprends tout à fait. Ou tu vas peut-être précommander la suite, ou tu vas peut-être justement, parce que tu avais bien aimé Fallout 4, mais il est sorti du catalogue, peut-être l'acheter pour continuer à y jouer ou le garder à vie, etc. Donc, de façon contre-intuitive, finalement, les jeux qui rentrent dans le catalogue, ça booste leur vente, en fait, alors qu'on pourrait se dire, une fois qu'il est dans le catalogue, les gens ils vont plutôt avoir envie de s'abonner et d'y jouer gratuitement, entre guillemets, puisqu'il est inclus dans le forfait, en fait. Ça devient un peu une démo très longue durée. C'est un petit peu ça, ouais. Mais c'est vraiment Netflix, tu picores un peu tout, en espérant que, par contre, j'espère vraiment que les contenus Microsoft, par contre, ils sont là à vie et qu'ils vont pas. On n'imagine pas une série Netflix disparaître quand c'est une série Netflix du catalogue Netflix. Pareil pour Xbox. J'espère pas que, un jour ils vont se décider que Halo il disparaît. C'est comme mon Zone, il a continué à synchroniser pendant des années après que je l'ai acheté. C'était un service Microsoft avec un produit Microsoft. Ils n'ont pas du tout arrêté du jour au lendemain. Mais bref. Mais en tout cas, c'est positif le Game Pass parce que c'est quand même, ça représente l'avenir de Microsoft sur la Xbox. Ils misent beaucoup dessus et donc c'est bien. Et puis c'est utilisé par du monde, contrairement à certains autres jeux. Oui, c'est ça. Ok. Ok, bon écoutez, merci à vous deux d'avoir été présents ce soir et de ne pas m'avoir laissé seul. Je vous remercie donc vraiment tous les deux. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre le petit pouce de dessous en bleu parce que Christophe m'a dit qu'il n'était pas bleu. Non, il faut appuyer dessus d'abord pour qu'il passe en bleu. Mettez un petit commentaire aussi, dites ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'il faudra améliorer selon vous. Et puis, pourquoi là, ne pas vous abonner si ce n'est pas encore fait, voilà. Alors, merci à tous, à très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour l'épisode 144. Salut Cassim, salut Florian, au revoir tout le monde. Salut, ciao.